Madame la représentante de la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions juives, Madame Claude Chirac, Mesdames et Messieurs, chers amis. J'ai longtemps hésité avant d'entamer ce discours par une référence appuyée à Lewis Carroll. Si j'y consens, c'est parce que les aventures d'Alice au pays des merveilles ont une suite, intitulée De l'autre côté du miroir, où Alice traverse un miroir et pénètre un monde absurde, où tout s'est inversé. Rappeler le passé, éclairer l'avenir, c'est le sens de toute commémoration, dont celle du Veldiv. Il devient difficile de le faire sans se demander si nous ne sommes pas en train de suivre Alice dans un siècle qui semble recracher celui qui l'a précédé. Sans même parler de ce qui se passe ailleurs. Par exemple, le fait que le premier Français juif, candidat à l'élection présidentielle sous la Ve République, ait eu comme obsession de réhabiliter Pétain, n'aura-t-il été le premier signe d'un grand renversement auquel nous assistons? Heureusement, grâce à la mobilisation d'historiens comme Laurent Joly, des organisations antiracistes, Éric Zemmour a été condamné par la Cour d'appel de Paris pour négationnisme, pour avoir péremptoirement affirmé et répété que Pétain avait sauvé les Juifs français. Mais si nous suivions Alice de l'autre côté du miroir, à quoi pourrait ressembler un univers à l'envers? De l'autre côté du miroir, l'extrême droite, légataire à titre universel du régime de Vichy, essaierait de faire croire qu'elle est un bouclier pour les Juifs de France. Un député socialiste serait interdit de rassemblement antiraciste par ses camarades parce qu'il serait sioniste. Et plus fou encore, le premier parti politique de gauche représenté à l'Assemblée nationale ferait de l'antisémitisme caricature à l'appui, son carburant électoral. Oui, nous voilà bien obligés de constater qu'il y a des indices irréfragables laissant supposer que nous aurions basculé dans un autre monde. Car dans celui du plus jamais ça, le souvenir de la Shoah aurait été un vaccin empêchant la résurgence de l'antisémitisme dans les générations actuelles. Pourtant, on a osé, après 1945, perpétrer un pogrom. Et pire, on a osé le filmer. Et pire encore, ce massacre et sa diffusion ont servi d'argument à ceux qui n'attendaient que cela pour tenter de le répliquer ailleurs. Oui, depuis qu'on a assassiné 1250 juifs en Israël le 7 octobre 2023, on n'a jamais autant attaqué les communautés juives à travers le monde. Alors, un drame n'est jamais une statistique. Pourtant, un constat s'impose. 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive, qui représente moins de 0,5% de la population française, subit plus de 50% des attaques racistes recensées dans notre pays. Mesdames et messieurs, la raison d'être profonde du Comité français pour Yad Vashem est d'honorer les justes parmi les nations qui ont sauvé des vies juives pendant la Seconde Guerre mondiale au péril de leur vie. Sans l'action clandestine de ces Français anonymes et des Juifs eux-mêmes, il est certain que la machine d'extermination et de collaboration qui fut à l'œuvre les 16 et 17 juillet 1942 aurait été bien pire. Le témoignage d'Arlette Testiller, de Claude Lauvergeon que nous entendrons, en atteste. Nous nous battons au quotidien pour que les justes soient connus et reconnus, et pour que ce terme ne soit jamais galvaudé. En revanche, s'il nous revient de dire qui est juste, il nous incombe également de dire ce qui est particulièrement injuste. Représentant ici l'Institut Yad Vashem, m'est-il permis de me tenir devant vous sans dénoncer une profanation de la mémoire qui gagne les estrades, qui gagne les amphithéâtres, qui gagne les cortèges et qui fait que l'on isole des enfants à l'école, que l'on dégrade des stèles mémorielles, que l'on attaque des étudiants ou que l'on s'en prenne à des commerçants s'ils sont réputés juifs. Car de toutes les haines reçues, de tous les retournements vus,
le plus absurde, le plus hideux, reste le retournement de l'accusation de génocide contre ceux qui ont subi le plus important génocide. Israël est né par le sionisme, mais sa reconnaissance s'est faite en vertu du droit international, concomitamment à l'introduction de l'incrimination du crime de génocide. Ces deux événements, distants de quelques mois à peine, sont intimement liés. Avant le procès de Nuremberg, un juriste américain qui avait vu toute sa famille périr pendant la Shoah, Raphaël Lemkin, s'est rendu à la nécessité de créer un concept pour qualifier ce que l'on venait de découvrir. Son travail aboutira à ce que la Convention de répression et de prévention du crime de génocide soit adoptée ici, à Paris, le 9 décembre 1948, sous l'égide de la toute nouvelle ONU. Et cela à peine plus d'un an après le vote du plan de partage de la Palestine, prélude à la création de l'État d'Israël. Dans le monde des pancartes furieuses, le sionisme est synonyme d'un génocide institué par Israël et qui continue à Gaza. Rétablissons les faits. Israël existe aussi à cause du génocide, mais le génocide n'existe pas à cause d'Israël. Ce pays, quoi que l'on pense de sa politique ou de son gouvernement, même et surtout si on les combat, n'est pas constitutif d'un crime, mais de la réparation d'un crime. Il y a ici des survivantes, des survivants de la Shoah. Nul parmi eux ne peut imaginer, tolérer, que le génocide devienne le mot valise de tous ceux qui veulent tuer tout ce qui, dans le judaïsme, a survécu à l'extermination sous le prétexte commode de s'en prendre au sionisme. Les plus éminents spécialistes l'affirment. Une guerre entamée par l'attaque du Hamas à l'encontre de la population israélienne, prélude d'une prise d'otage de civils israéliens qui se poursuit encore, ne peut se confondre avec un génocide. Même Philip Sands, avocat de la Palestine devant la Cour internationale de justice, le rappelle, je le cite. « Si la Cour, dans 10 ans, était amenée à statuer sur la qualification de ce qui s'est passé à Gaza, il est possible que ceux qui argumentent aujourd'hui en faveur de la qualification de génocide soient déçus. On doit s'alarmer de ce qui se passe à Gaza. Car la mort, la souffrance d'hommes, de femmes, d'enfants sont des drames qui heurtent nos consciences. Mais on ne peut le faire sans s'alarmer en même temps de ce que certains essayent d'en faire en instrumentalisant cette tragédie à des fins politiques abjectes. Ceux qui crient au génocide n'ont jamais ému un mot pour les massacres des Ouïghours ou des Yézidis. Être obsédé par un génocide qui n'en est pas un, c'est invisibiliser ceux qui pourraient se perpétuer sous nos yeux. Ce n'est faire justice à personne, et certainement pas à la justice, que de qualifier obsessionnellement la tragédie gazaoui de génocide. Mesdames et messieurs, si nous laissons s'installer l'idée que lorsque Israël se défend, il est génocidaire, et que ceux qui défendent le droit de cet État d'exister et de se défendre sont complices de ce génocide, alors nous aurons perdu la guerre et la raison, et surtout la guerre de la raison. Par ce moment de recueillement, nous honorons la mémoire, mais aussi la vérité. Vouloir rétablir les faits à l'endroit et le faire depuis l'endroit du Veldiv nous conduit à rappeler que ce que nous vivons n'a rien de commun avec ce qui a été commis ici et reconnu à cette même place par le président Chirac il y a 30 ans. La France protège ses citoyens juifs au prix d'une politique jamais démentie et qui n'a jamais été aussi déterminée. L'État d'Israël existe pour donner, comme l'avait écrit magnifiquement Léon Blum, à ceux des Juifs qui n'ont pas eu la chance de le trouver dans leur pays natal, un refuge. Mais quand tout est bouleversé par l'intelligence artificielle, quand tout est inversé sur les réseaux sociaux, quand tout est renversé parfois avec des moyens étatiques, notre monde démocratique menace de s'effondrer. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous demande, à la suite des assises contre l'antisémitisme menées sous l'égide de votre collègue Aurore Berger, d'envisager, comme l'a proposé Madame Caroline Yadan, que l'abus dans l'accusation de génocide puisse être réprimé pour ses cas les plus graves au titre de la contestation du crime contre l'humanité.
Mesdames et messieurs, il est encore temps de nous demander de quel côté du miroir nous voulons être. À la fin du livre, Alice se réveille dans un salon où tout a repris sa place et où tout n'était qu'un cauchemar. J'ai la conviction que se poser la question est déjà commencé à se réveiller. Et que se réveiller, c'est s'armer de l'esprit de résilience et de résistance qu'est le nom de la République. Comme Alice, nous pouvons encore nous réveiller du bon côté du miroir, celui où l'histoire nous oblige et où un avenir digne et commun est possible. Je vous remercie.